Ça va chercher des préoccupations qui sont typiques aux gens qui souffrent d'obsession-compulsion. Dans le cas de l'anxiété généralisée, on a aussi des situations d'incertitude. Vous êtes à l'urgence, dans une clinique, et là, il y a des gens qui sont malades. On pense qu'on nous regarde, les médecins vous regardent, ils passent des commentaires. Il y a des gens qui sont mourants. Alors, ça va chercher des préoccupations qui sont beaucoup plus vagues et diffuses qu'une phobie spécifique, mais qui sont également plus difficiles parfois à recréer dans le bureau du psychologue. On commence à travailler avec le stress post-traumatique, agression physique, agression sexuelle, violence conjugale, qui sont des choses où le client doit reprendre progressivement contact avec le souvenir. Alors, la réalité virtuelle nous permet d'avoir un outil pour mieux doser, pour mieux graduer ce qu'on va faire vivre au client, toujours sous un contrôle plus élaboré de la part du psychologue. On va faire comme tantôt. On va essayer de rester ensemble. Je vois que tu es nerveuse. C'est bon. Tu es capable. On reste ensemble et on attend que ça passe. Maintenant, on commence à passer des phobies spécifiques aux troubles anxieux plus complexes. Et là, on pense qu'on va être capable d'aller chercher un taux d'efficacité accru et peut-être même gagner sur le temps. On voit des nouvelles applications maintenant comme le traitement de la schizophrénie pour apprendre aux gens qui sont schizophrènes à remettre en question leur perception. Si les stimuli virtuels semblent réels, pourquoi les délires et les hallucinations, on ne pourrait pas appliquer la même logique de critique par rapport à ce qu'on observe et à ce qu'on voit, ce que nos sens nous disent. Traitement des membres fantômes, on voit des applications comme ça commencer à se développer. Alors, on voit qu'on a commencé par les troubles anxieux parce que c'était pratique, mais là, ça prend de l'ampleur. Maintenant que l'anxiété est rebaissée, on pourrait peut-être prendre une chance et aller un peu plus loin. Serais-tu prête à mettre ta main peut-être pas loin pour qu'elle passe proche? Penses-tu que tu serais capable de faire ça? OK, je vais essayer. Bravo, super. Vas-y à ton rythme. Excellent. Wow, c'est bon, ça. C'est encore mieux que ce que tu pensais tantôt. Bravo. C'est pas si pire comme ça, là. Félicitations. Un des intérêts avec l'avancement de la technologie, c'est que la réalité virtuelle peut devenir plus portable. Effectivement, maintenant, on est capable ici au laboratoire d'utiliser un iPad ou un iPhone pour être capable de brancher les lunettes et s'immerger dans un environnement virtuel. Ça va permettre un jour aux gens de pouvoir utiliser des technologies beaucoup moins coûteuses et de le faire à la maison. Ça risque de démocratiser beaucoup la dissémination de ce type de technologie-là. Ici. Donc ça, c'est Pouf. Assis. Ah, il est fin, il écoute. Oui. Assis. Ouf! C'est un jour que j'avais réalisé que je toucherais un gros pitou comme ça. Puis il est proche t'es aussi, hein? gentil. This is amazing. I love it. C'est fantastique, j'adore ça. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Ça m'empêche de penser à la douleur et ça me transporte dans un autre monde dans lequel je n'ai pas mal. Parce que je suis tellement concentrée sur le jeu. Pour soigner les grands brûlés, on doit changer leurs pansements chaque jour et nettoyer leurs plaies en profondeur. Ça provoque chez le patient une douleur très intense pendant toute la durée de la procédure qui dure entre 30 et 60 minutes. Avec la réalité virtuelle, nous arrivons à distraire l'attention du patient et à faire en sorte qu'il ne pense plus à la douleur et donc qu'il la ressente moins. Snow World, c'est un monde à l'opposé de celui du feu. On n'y trouve que de la glace, des boules de neige, du blanc, pas d'explosion. Tout est fait pour que les malades ne pensent pas au feu. Quand les patients reçoivent ces traitements très douloureux, cela leur rappelle le feu, la source de leurs blessures.
Les médicaments antidouleurs ne suffisent pas à traiter totalement la souffrance et ont des effets secondaires parfois très gênants pour les patients. La réalité virtuelle est un type d'analgésique, une forme de contrôle de la douleur non pharmacologique qui s'ajoute au traitement médicamenteux de manière sécuritaire et sans risque d'effets secondaires. En utilisant les deux traitements simultanément, nous arrivons à diminuer considérablement la douleur ressentie par les grands brûlés. Avec la réalité virtuelle, on superpose ces petits écrans devant leurs yeux et on bloque leur perception de la réalité. À la suite de quoi, ils ne peuvent plus regarder l'infirmière qui prodigue les soins. Leur attention est détournée vers un monde virtuel dans lequel ils interagissent avec des objets fictifs. Ça alors, regardez tous ces animaux, c'est fantastique. C'est fantastique. Quand je me suis rendu compte de l'extraordinaire pouvoir qu'a la réalité virtuelle pour détourner l'attention des patients de leur douleur, j'ai compris que c'était la découverte d'une vie. C'est une solution si efficace à un problème si grave. C'est intéressant aussi bien d'un point de vue pratique que d'un point de vue théorique. Nos études en laboratoire s'avèrent d'ailleurs passionnantes et nous pourrons offrir de plus en plus d'applications concrètes pour atténuer la souffrance. Les chercheurs savent désormais que lorsque le cerveau est totalement absorbé par une activité, on ne peut pas le distraire avec autre chose. Ils ont donc voulu tenter une expérience avec des enfants qui avaient, justement, des déficits d'attention. Pourrais-tu aller voir qu'est-ce qui se passe du côté du système solaire? Ah, je le savais que je pouvais compter sur toi. Allez, bonne chance et reviens-nous vite. Et c'est parti! Le jeu SCALE, qui est un acronyme pour Système coopératif d'apprentissage ludique par l'expérience. Donc, l'idée est un peu la pédagogie, mais au-delà de ça, c'est d'intégrer un scénario pédagogique en vue d'une thérapie ou en tout cas d'une atténuation de symptômes pour les jeunes en déficit d'attention. En bas âge, donc de 9 à 12 ans. En fait, c'est l'âge critique à laquelle on découvre souvent le trouble déficitaire d'attention, avec ou sans hyperactivité, qui comporte 3 symptômes caractéristiques qui sont l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Bravo! Il n'y en reste qu'une. Le jeu SCALE, ça porte sur la science et de la technologie, mais plus spécifiquement sur le facteur d'échelle comme facteur de motivation pour les jeunes. Donc, l'idée de pouvoir comme entrer dans le corps de quelqu'un pour en apprendre plus sur le système digestif, par exemple, ou le système planétaire, qui est dans le cadre de SCALE. Il y a des recherches qui montrent que jouer à des jeux vidéo avec un scénario pédagogique atténue grandement ces symptômes-là. Donc, on ne peut pas le guérir, mais on peut les atténuer. En fait, c'est une preuve de concept pour montrer qu'un jeune en déficit d'attention peut être aussi attentif qu'un jeune qui ne l'est pas, puis qui peut avoir autant de plaisir à le faire avec un scénario pédagogique. Certains créateurs de jeux arrivent à engager si profondément les joueurs dans leur scénario qu'ils peuvent les faire évoluer sur le plan psychologique. Voilà le but du jeu Papo et Yo. Comme il arrive à placer le joueur dans des situations émotives difficiles, ce jeu a été primé pour son caractère innovant. J'ai travaillé pendant 8 ans pour Electronic Arts. J'avais de très bonnes conditions et j'ai eu une excellente formation en création de jeux vidéo. J'ai beaucoup appris. J'ai travaillé sur des projets majeurs. Bref, j'avais une situation idéale. Alors, quand on me demande « Pourquoi as-tu quitté un emploi pareil ?» Je dois avouer que je n'aimais pas le contenu des jeux que nous faisions. Il me semblait futile.
Quand je suis devenu père, je me suis dit, maintenant je dois contribuer de manière positive à la société. La trentaine arrivée, je me suis dit que j'en savais assez pour faire de bons jeux. C'est ainsi que j'ai lancé ma propre entreprise. J'ai eu une enfance difficile. Mon père était alcoolique et il était violent. C'était la réalité avec laquelle je devais composer. Et je me souviens que je jouais à Mario Bros en essayant, avec l'énergie du désespoir, de vaincre le méchant. Mais le jeu terminé, j'étais de nouveau confronté à ma réalité sans pouvoir rien changer à la relation avec mon père. Il m'a fallu trouver des moyens de vivre avec. Quand ton père est alcoolique, tu ne vas pas le lendemain à l'école en racontant à tes copains « Hey, mon père est arrivé ivre hier soir ». Tu gardes ça pour toi. C'est un secret. J'ai cherché comment, à partir de mon expérience, je pouvais améliorer la vie des autres. Comment le fait d'avoir réussi à survivre à cette enfance avec un père alcoolique pouvait me servir à faire des jeux. C'est cette idée qui est à l'origine de mes créations. Le jeu Papo et Yo, c'est l'histoire d'un gamin de 13 ans qui s'appelle Kiko. Son meilleur ami est un monstre immense, qui s'appelle Monstre, justement, mais qui a une vilaine dépendance aux grenouilles. Or, dès que Monstre mange une grenouille, il veut tout détruire, y compris Kiko, son meilleur ami. L'objectif du jeu est que Kiko trouve un remède à la dépendance de Monstre. C'est ce que j'ai voulu faire quand j'étais petit, trouver un remède contre l'alcoolisme de mon père. Je ne l'ai jamais trouvé. Il faut jouer au jeu pour le découvrir. Même quand il semble noyé dans ses émotions, le joueur sait toujours qu'il est en train de jouer. Il demeure libre de sortir du jeu, sinon ce ne serait plus un jeu. Les difficultés croissantes font partie du jeu, mais les récompenses, elles aussi, augmentent et motivent le joueur à poursuivre sa quête. Ici, Alice vient de gagner un bracelet magique qui l'aidera à se saisir plus rapidement de la clé de la porte mystérieuse. Il n'est plus nécessaire d'avoir un doctorat ni même d'être biochimiste pour faire avancer la recherche. Fold It, c'est un jeu mondial qui a été créé à l'Université de Washington par le département d'informatique et notre département de biochimie. C'est un jeu où on essaye en fait de trouver la structure correcte des protéines. Il y avait 15 ans que les scientifiques cherchaient la forme exacte d'une enzyme clé du virus du sida. Grâce à la science participative, des milliers de joueurs en ligne l'ont découverte en quelques jours. Conçu comme un puzzle, le jeu Fold It conjugue le pouvoir des ordinateurs et l'imagination des humains. Une véritable révolution. Quand on réussit, la protéine change de forme. Alors quand je marque de plus en plus de points et que je monte rapidement dans le classement, je ressens une forte poussée d'adrénaline. Arriver à transformer une protéine difforme, laide et toute rouge, en une belle structure organisée et symétrique, dans laquelle tout est à sa place et d'où rien ne dépasse, c'est ça que j'aime faire. En quelque sorte, je l'aide à devenir ce qu'elle devrait être. Après la publication d'un article majeur au sujet de Fold It dans la célèbre revue scientifique Nature,
Des chercheurs nous ont contactés au sujet d'une protéine du virus du sida chez les singes, dont ils tentaient d'élucider la structure depuis une quinzaine d'années. Ils avaient essayé de la visualiser en employant la cristallographie au rayon X et une panoplie de méthodes sans résultat. Nous leur avons répondu, pas de problème, on va présenter cette énigme à nos joueurs de Foldit. Au bout de 10 jours, les joueurs proposaient une structure pour cette protéine. 3 semaines plus tard, le laboratoire confirmait qu'il s'agissait définitivement de la bonne structure. En 10 jours, les joueurs ont été capables de découvrir la structure d'une protéine qui avait tenu la communauté scientifique en échec pendant 13 ou 14 ans. Ici, au centre, l'un de nos plus grands défis est de créer des jeux qui soient à la fois divertissants, engageants, des jeux amusants, des jeux qui donnent envie aux gens d'y jouer pendant longtemps, mais de créer aussi des jeux qui aient des applications pratiques. Au cours du développement du jeu, nous avons beaucoup réfléchi à la meilleure façon de représenter les protéines pour que les joueurs saisissent bien la problématique. Il fallait donc tenir compte de leur capacité à résoudre ces problèmes et veiller à ce qu'ils soient bien outillés pour y arriver. Les protéines sont constituées de chaînes d'atomes repliées sur elles-mêmes qui peuvent prendre tellement de formes différentes que l'ordinateur ne parvient pas à faire une recherche exhaustive de toutes les possibilités, ni à trouver la bonne configuration. Dans un cas comme celui-ci, on a vraiment besoin que des personnes se penchent sur ce problème, car l'homme a une capacité de raisonnement dans l'espace que les ordinateurs n'ont pas. Pour le joueur, il s'agit de bien visualiser les atomes dans l'espace et d'imaginer une façon de les combiner pour que tout se place correctement. Au début, on ne savait pas vraiment si le jeu aurait du succès, ni si les joueurs seraient capables de résoudre des problèmes aussi pointus. Ce fut très excitant de découvrir que les gens trouvaient le jeu Foldit stimulant et divertissant, et qu'ils s'étaient également passionnés pour la résolution de problèmes vraiment intéressants. Je suis employée dans une équipe de réadaptation. Je réponds au téléphone, je m'occupe des programmes informatiques et je travaille avec les autres employés. C'est très répétitif. Quand je rentre chez moi, je deviens une autre personne. J'aime les défis. Et Foldit me procure ce que ma vie quotidienne ne peut pas me donner. Je me suis découvert des habiletés que je ne soupçonnais pas. On a demandé à nos joueurs pourquoi vous jouez à Foldit. Et on a eu les réponses que j'aime bien l'esprit compétitif, j'aime bien l'esprit social parce qu'il y a un chat où on peut partager les idées et parler avec les autres joueurs. Mais aussi, il y en a beaucoup qui ont dit c'est un jeu avec une raison. Et on a beaucoup de joueurs qui nous ont dit j'ai quelqu'un dans la famille qui est malade ou moi j'ai eu une telle maladie. Et même si c'est juste une chance sur 1000 que j'arrive à contribuer d'une toute petite partie à quelque chose pour aider quelqu'un, ça c'est la différence entre... Il y a plein de jeux, mais des jeux avec game with a purpose, on dit en anglais. Ça ajoute une autre dimension. Nous les illustrons telles qu'elles sont, sans les enjoliver, parce que nous savons que ce qui motive les gens, c'est de trouver des solutions à des problèmes spécifiques. Et la moitié de nos joueurs sont des États-Unis et d'Angleterre, mais l'autre moitié sont du reste du monde. Donc c'est pas vraiment seulement un jeu anglais. Il a été maintenant traduit en beaucoup de langues. Et c'est pas nous qui l'avons traduit, on a donné juste les outils pour pouvoir le traduire en n'importe quelle langue. Et les gens partout autour du monde l'ont traduit en polonais, en français, en espagnol, en italien, en portugais, en tout. Donc maintenant c'est en plusieurs langues. Worldwide game. Les joueurs doivent d'abord apprendre ce que sont les protéines.
pour pouvoir contribuer ensuite à la recherche scientifique. Cela transforme la relation entre la société et les scientifiques. Habituellement, ces derniers essaient de vulgariser ce qu'ils font pour le grand public. Avec ce jeu, c'est totalement différent. Nous présentons un vrai problème scientifique de manière à ce que les gens le comprennent, pour qu'ils nous aident ensuite à faire la recherche. La science ne doit pas être limitée seulement dans les laboratoires. On a vraiment des gros problèmes dans ce monde et on a besoin de tous les cerveaux pour pouvoir les résoudre. Et je pense que Foldit, ça montre vraiment le pouvoir de la collaboration. On obtient toujours de meilleurs résultats lorsque les gens travaillent collectivement, plutôt qu'individuellement. Il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo. Si on peut juste utiliser un petit pourcentage des gens qui jouent à Angry Birds, par exemple, dans le métro, sur le bus, tout le monde joue à ces jeux-là. Si on peut les appliquer dans un sens à résoudre des problèmes difficiles, ça serait génial. Nous voici à New York où la compagnie Games for Change utilise les jeux vidéo pour sensibiliser les joueurs à de grandes causes et stimuler des changements sociaux majeurs à l'échelle mondiale. Games for Change a été créé en 2004. Au début, c'était un tout petit groupe composé d'activistes sociaux et pas forcément des gens qui viennent de l'univers des jeux. Avec le temps, le nom de l'organisation est devenu le nom du type de jeu. Les gens disent maintenant « J'ai créé un Game for Change », un jeu pour changer les choses. Combien d'entre vous jouent à des jeux sur leur téléphone? Presque tout le monde. Parmi les tout premiers exemples, je dirais qu'il y en a 3. On peut citer Food Force, lancé par les Nations Unies. Ils ont été les premiers à faire ce type de jeu vidéo à portée sociale. Une crise majeure vient de se déclarer dans l'océan Indien, sur l'île de Ceylan. La sécheresse sévit de plus en plus régulièrement, avec des conséquences de plus en plus graves. Pour arranger les choses, une guerre civile vient d'éclater dans le pays. Il s'agit d'arriver à voir le monde sous un autre angle. On y arrive peut-être au cinéma, mais dans les jeux, au-delà de voir les choses autrement, on contrôle l'action. C'est là l'avantage des jeux vidéo et du numérique. Au début, Half the Sky était un livre. Ensuite, il y a eu une série télé. Nous avons décidé de créer un jeu pour toucher un public plus large et plus jeune, ce que Facebook nous a permis de faire. Nous avons approché Frima car ils ont développé beaucoup de jeux sur Facebook et ont une très bonne réputation dans l'industrie. Joignez-vous au mouvement pour renforcer le pouvoir d'action des filles et des femmes. Le jeu Half the Sky s'inspire du best-seller numéro 1 du New York Times. Half the Sky, c'est une expression qui avait été utilisée par Mao Tse-tung qui disait « Les femmes tiennent la moitié du ciel ». Donc, pourquoi n'ont-elles pas la moitié des bénéfices sur Terre de la vie? Le but du jeu Facebook, c'est de sensibiliser la population à cette cause. On veut aider les femmes, on veut aider à ce qu'il y ait des projets qui se lancent pour l'accès à l'éducation ou faire fermer des bordels, si c'est possible, arrêter vraiment les choses. Donc, c'est un grand défi pour nous parce que ce sont quand même des histoires assez tragiques qui sont racontées. C'est l'histoire de Radhika, une femme indienne qui réussit à transformer en opportunité la situation d'oppression dans laquelle elle se trouve. Son premier défi est des plus banals. Emmener sa petite fille chez le médecin. Lorsqu'elle en parle à son mari, il lui répond « Écoute, je n'ai pas d'argent pour ça maintenant. Attendons un peu. » L'aventure de Radhika l'amènera à traverser 5 pays. À la fin de ce périple, elle aura franchi les plus hauts échelons de l'émancipation sociale. Elle s'exprimera sur des questions qui touchent la condition des femmes devant les Nations Unies. Elle sera même élue au Parlement indien. Mais c'est un long parcours. Elle commence donc par apprendre à prendre soin d'elle-même et de sa famille pour arriver en bout de piste à aider les femmes à l'échelle mondiale.
Quand on a développé le jeu, on voulait que tout le jeu soit vu à travers les yeux d'une femme. Le joueur voit donc le monde avec les yeux d'un personnage féminin en Inde. Le jeu explore donc toutes les différentes façons et opportunités permettant aux femmes de s'en sortir, quelle que soit leur origine. Nous mettons l'emphase sur les différentes manières de donner du pouvoir aux femmes, sur l'éducation, sur l'indépendance économique, et nous arrivons à montrer qu'on peut changer ces sociétés et offrir à ces femmes des occasions d'améliorer leur sort. On a réussi à réconcilier le virtuel et le réel. L'argent dépensé dans le jeu est aussitôt réinvesti dans la cause. En plus, nous avons obtenu le soutien de 2 commanditaires, Pearson et Johnson & Johnson, qui ont chacun légué une somme de 250 000 $, soit un demi-million, que les joueurs débloqueront au cours du jeu. Il s'agit d'un mécanisme permettant aussi aux joueurs de faire des dons simplement en jouant. Quand ils réussissent ce niveau, ils reçoivent un message leur disant « Vous avez fait une différence ». Parce qu'on a joué 30 minutes, on a offert une opération ou un livre. C'est un message très puissant tout au long du jeu. On apprend et on se sent engagé dans cette cause en ayant fait quelque chose de concret. C'est ce qui était l'essentiel pour nous. On a fait un jeu qui est agréable, qui prend les enjeux au sérieux, mais qui permet aux gens d'avoir du plaisir. On l'a relevé, ce défi-là, qui n'était pas évident en commençant. Le mouvement va prendre beaucoup d'ampleur, je crois. Il y a l'appui de George Clooney, Meg Ryan, Hillary Clinton. Beaucoup de célébrités aux États-Unis sont impliquées. Et puis, ça va avoir un rayonnement là, partout dans le monde. Il n'y a pas que dans les jeux vidéo qu'on retrouve le plaisir d'apprendre, la joie d'interagir, la satisfaction de réussir chacun à son rythme. Mais l'engouement pour les jeux vidéo nous rappelle l'importance d'utiliser ces atouts pour améliorer le sort de tous. La revanche des jeux vidéo ne fait que commencer. Je souhaite qu'en explorant ces nouvelles plateformes, les concepteurs de jeux trouvent des sujets de plus en plus enrichissants. Non seulement pour nous divertir, mais aussi pour nous rendre meilleurs. Je pense qu'il est temps que les jeux vidéo deviennent plus matures. Moi, je crois que c'est positif, les jeux vidéo, dans nos sociétés. Voilà, parce qu'on n'est pas juste passif. On participe à un jeu vidéo, on y joue, c'est nous l'acteur principal.